Sur ce magma abyssal transformé en île, les bouleversements les plus spectaculaires offerts par la nature proviennent sans conteste de l'activité du volcan. En 1977, une coulée de lave a traversé la commune de Sainte-Rose et terminé sa course dans la mer, un bras de lave pénétrant au passage l'église du village. Sa progression a été stoppée devant l'autel comme un miracle pour la population locale. Ce qui depuis vaut une adoration sans limite à la Vierge au parasol, patronne des lieux. Le même phénomène s'est produit en 1986, près du village du Tremblay. Cette fois encore, la coulée a filé jusqu'à la mer, mais à cette époque, ce type d'éruption était rarissime. Or, depuis le début du XXIe siècle, le même phénomène s'est déjà produit à 4 reprises. Chaque fois, les dégâts ne sont que matériels. La lave jaillit en altitude sur les pentes du volcan. Les populations occupant les villages du bord de mer ont donc toujours pu évacuer les lieux à temps. Rien à voir avec les nuées ardentes d'Indonésie ou des Antilles, qui déferlent parfois sans prévenir à plus de 300 km/h. Pourtant, en 2007, on a frôlé la catastrophe. Sur la coulée encore fumante, le volcanologue Alain Barrère nous fait découvrir le théâtre des événements. Bon, attention les gars, là, regarde, on passe sur un tunnel, on passe juste l'un après l'autre, rapidement. Allez. Hop. On est à quoi là? On est à 10 cm sous la surface. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. 10 cm sous la surface, quoi. Incroyable. Quand tu vas allumer un feu, tu mets 2 heures, regarde ça. On est au Piton Tremblay, c'est-à-dire le lieu de l'éruption d'avril 2007. C'est là qu'est sortie la lave depuis une chambre magmatique sous le Dolomieu. Et en fait, il y a un volume énorme qui est sorti ici, plus de 140 millions de mètres cubes, c'est colossal. On n'en voit qu'une partie en plus parce qu'il y a une grande partie qui s'est déversée en mer, qui est même allée jusqu'à 3 km au large et qui atteint des profondeurs gigantesques, 700-800 mètres. Et donc on a eu ici des fontaines de lave, mais colossales, de 200-250 mètres de haut. Et la hauteur de ces fontaines dépassait même la hauteur du rempart. Le 2 avril 2007, le volcan entre en activité. 12 heures plus tard, une coulée de lave épaisse de plusieurs mètres raye de la carte un tronçon de la route côtière et plusieurs hectares de végétation sur un couloir de 2 km de long. Le spectacle est à la fois grandiose et terrifiant. Entre ciel et mer, les panaches de fumées acides sont accompagnés d'explosions et de projections. Au plus fort de l'éruption, le débit des coulées de lave sera estimé à plus de 100 mètres cubes par seconde, un des records planétaires. L'éruption de 2007, qui va durer près d'un mois, est considérée comme la coulée du siècle par son ampleur, mais aussi par l'importance de ces collectes qui ont littéralement bouleversé le champ des connaissances. Les scientifiques nous conduisent au Piton Tremblay, là où la lave a jailli.
Alors, disons, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, regarde, un gabbro. Ouais. Ah, donc ça veut dire qu'il a bien traversé une chambre magmatique. Tiens, il y en a encore là, regarde. Et il y en a plein de morceaux. Donc on a plusieurs éléments qui sont séparés les uns des autres, donc qui n'ont pas forcément la même origine, le même âge, mais qui sont dans la même bombe, donc dans le même enrobage de lave, qui proviennent sans doute d'endroits très différents et qui racontent une partie de l'histoire chacun. Par exemple ici, on a un morceau de chambre magmatique ancienne que ce magma d'avril 2007 a traversé et a emporté avec lui. Donc il nous l'a ramené en surface, quoi. Là, on a carrément un livre ouvert sur l'histoire ancienne de la fournaise, quoi. Chaque élément va raconter une petite partie de l'histoire, et puis ça sera après à tous les géologues qui vont se relier de reconstituer l'histoire carrément entière de la fournaise. Donc chaque petit élément comme ça provient des entrailles de la fournaise, et ça c'est une première. Ça, on n'avait pas eu dans les éruptions précédentes. Ça, c'est la première fois que le volcan nous remonte comme ça des éléments anciens, parce que le magma a traversé une grande partie de la structure profonde du volcan. Cette éruption est aussi une source de découverte essentielle pour le biologiste Christophe Lavergne, qui étudie le processus de recolonisation végétale. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est sur une éruption qui s'est fait à 600 mètres d'altitude. Ça ne s'est jamais produit à La Réunion. Et tous les matériaux que ça a engendré, ces lapillis, là, ces cendres, ont complètement recouvert la forêt. Donc on se retrouve pratiquement à la cime des arbres, avec tous les vieux arbres qui ont été brûlés. Et on voit déjà ici se réinstaller la végétation indigène. Ici avec le branle vert, quelques fougères, le paille-sabre. Donc il n'y a pas encore de ligneux, c'est que des herbacées. Et puis là, donc, on peut voir sur un substrat complètement neuf un lycopode, qui est une plante assez archaïque, qui est proche des fougères. Et quelque part, on retrouve ici un peu les origines de la vie. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée de l'homme à La Réunion? On retrouve vraiment les premières phases de colonisation de l'île. Et ça, c'est extraordinaire. Alors l'intérêt, c'est qu'ici on est dans un endroit naturel, donc composé que d'espèces indigènes. Il y a très peu d'espèces introduites et qu'on va pouvoir ici observer ce qui s'est passé avant l'arrivée de l'homme. Donc tous les stades de recolonisation pour avoir un retour à la forêt, on va pouvoir l'observer ici. Tous les stades naturels de recolonisation, qui ne soient pas bloqués par les espèces exotiques comme le goyavier ou le raisin marron, qui vont complètement bloquer les processus de recolonisation. En mer aussi, les conséquences de l'éruption sont encore bien visibles. Jean-Pascal Code et son équipe mènent une étude approfondie sur le processus de recolonisation sous-marine depuis la coulée de 1977. À La Réunion, on a une énorme chance, c'est qu'effectivement, sur les 10 dernières années, on a eu beaucoup d'éruptions qui ont atteint la mer. On a eu la coulée 2002, la coulée 2004, la coulée 2005, et la plus belle, la dernière, c'était la coulée 2007 qui a été magnifique. À partir de toutes ces expériences-là, on a aujourd'hui un laboratoire unique au niveau mondial pour être capable de comprendre comment la vie s'installe effectivement sur une île toute neuve. Le contact d'une lave en fusion avec le monde sous-marin est violent. Quand la lave touche la mer, elle commence par détruire tout ce qui vit sur les fonds. La fin d'un monde fait place au début d'un autre, comme le montrent ces images de la coulée de 2007. Sur la coulée de 1977, la vie a déjà repris ses droits. Elle a même effacé les stigmates du passage de la lave. L'expérience qu'on a pu voir sur la colonisation des laves à terre et les colonisations des laves en mer, c'est qu'il semble qu'effectivement, sous l'eau, la colonisation se fait beaucoup plus rapidement. En fait, en quelques semaines, dès que la coulée de lave s'est arrêtée, on a observé déjà la vie qui revenait s'installer sur la surface de la coulée de lave. En
Entre la coulée de 1977 et celle de 2007, les scientifiques disposent d'une dizaine de stades intermédiaires de l'évolution de la vie sous-marine, ce qui leur a permis d'établir un scénario type de recolonisation. Quelques jours seulement après l'éruption, on observe déjà sur les laves encore chaudes l'arrivée d'organismes vivants. Animaux filtreurs, crustacés, puis poissons juvéniles. En l'absence de prédateurs, la recolonisation des fonds marins peut commencer. Les premiers coraux font aussi rapidement leur apparition. Pour Jean-Pascal Code et son équipe, le site est un laboratoire grandeur nature. Je pense qu'on est quasiment les seuls aujourd'hui à travailler sur la colonisation des coulées en mer. Ça, c'est des leçons qui sont très importantes, d'une part pour comprendre effectivement comment la vie s'installe sur une île toute neuve. Et il y a également des leçons impliquées en ingénierie écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au changement climatique et à ce qui se passe dans le monde, on est nombreux à travailler, y compris nous, sur la restauration des écosystèmes dégradés, en particulier des récifs coralliens. Et là, il y a des leçons importantes à apprendre. C'est qu'il faut suivre le cheminement de la vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas replanter n'importe quoi, n'importe où. Et donc, voir quelles sont les espèces pionnières qui vont s'installer sur les coulées de lave nous permet de tirer des enseignements sur la manière dont il faut également réapprendre la recréation de la nature derrière. En général, il faut savoir que à partir d'un état dégradé, il faudra à peu près 30 ans pour recréer un récif corallien. En comprenant mieux ce qui se passe sur les coulées de lave et en choisissant bien les espèces, on peut probablement gagner 10 ans au cours de la restauration de milieux dégradés. Depuis le début du siècle, l'intensité des coulées de lave à La Réunion est une aubaine pour les scientifiques qui étudient la recolonisation des milieux. La coulée de 2004 notamment permet d'expliquer la genèse de l'étonnante île Volcan. Là maintenant, on est sur la coulée 2004. C'est une coulée de type Pawewe, à surface lisse, avec des laves cordées. Nous allons descendre dans ses entrailles pour essayer de comprendre ce qui peut se passer au niveau sous-marin. Alors voilà, nous sommes entourés de lave. Nous sommes dans un tunnel qui s'est formé pendant l'éruption. Tout a commencé par une gouttière de lave dans laquelle s'écoulait la lave de l'éruption. Et puis les bords se sont figés, se sont rejoints et ont fait une véritable canalisation dans laquelle s'écoulaient des flots de lave jusque dans la mer. Alors ici où nous sommes, il y avait carrément une rivière de lave à 1000 degrés pendant l'éruption. Et la lave est sortie sous pression en profondeur dans l'océan. Et on a pu assister à la mise en place de laves en coussin, de piles au lava, chose rarissime dans le monde. Il n'y a que 2 endroits où on peut le voir, c'est Hawaï et La Réunion. La plupart du temps, ces laves sortent à 3000-4000 mètres de profondeur au niveau des dorsales océaniques. Donc là, c'est quelque chose d'unique, de rarissime qu'on a pu observer. À faible profondeur, le contact du magma d'une température de 1000 degrés avec l'eau de l'océan crée un choc thermique d'une violence inouïe. Nommées piles au lava par les scientifiques américains, ces laves ont été identifiées pour la première fois en plongée à Hawaï dans les années 70. Filmer ce phénomène éruptif sous la surface de l'eau relève de l'exploit. L'équipe d'Alain Barrère y est parvenue. Ces images exceptionnelles constituent un document unique en son genre. C'est ainsi qu'est née l'île de la Réunion. Une aventure incroyable qui a commencé avec des laves jaillies du manteau terrestre à 4000 mètres sous la surface de la mer, il y a 5 millions d'années. 2 millions d'années plus tard, grâce à l'accumulation des produits volcaniques, l'île Volcan s'est finalement hissée hors de l'eau. La Réunion s'est ainsi progressivement bâtie et élevée au fil des millions d'années. Ça, on est pas bon, hein? Ouais, c'est là-bas. 21. 22.
20, on est sur la bonne profondeur là. Ok, on se retrouve en bas. Ce jour-là, Alain Barrère et son équipe ont choisi de plonger à l'aplomb de la coulée de 2004 pour y effectuer une cueillette scientifique. L'objectif est de prélever un pylolava et des échantillons qui seront conservés dans leur atmosphère et leur pression d'origine. Allons-y camarades. Camarades plongeurs. Attention Okay. ta tête. Aïe, 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 aïe. Monsieur. Alors, donc, voilà, on vient de prélever un morceau de pilot qui est extrêmement dense. Hein. En plus, il est gorgé d'eau. Donc, on reconnaît bien la forme arrondie, hein, son extrémité. Par transparence, là où les organismes qui colonisent ont disparu, on voit bien le noir brillant du verre volcanique correspondant au cortex et qu'on peut retrouver au niveau de la cassure fraîche, ici. Donc, on voit bien le cortex qui correspond au refroidissement rapide de la lave sous l'eau. Donc tout le tour est en fait complètement vitrifié. Et c'est ce verre volcanique surtout qui est très intéressant à étudier parce que c'est lui qui a la composition originelle de la lave au moment de l'éruption. Tout est conservé, à la fois les gaz surtout qui ont tendance à s'échapper, mais aussi tout ce qui est minéral, les différents minéraux, les différents atomes. Pour Alain Barrère, le meilleur souvenir scientifique de ses années de recherche à La Réunion reste sans aucun doute l'exploit, réalisé avec son équipe en 2007. Alors, le 7 avril 2007, on était là, on était venu pour plonger devant ça qui était en train de se mettre en place. C'était une éruption complètement démentielle, donc on a voulu se mettre à l'eau, mais il y avait tellement d'explosions, il y avait des panaches de vapeur, de cendres, il y avait l'océan qui bouillait par endroits. En fait, on n'a pas pu se mettre à l'eau. Et on est passé devant la pointe et vraiment, c'était impossible. Donc on allait repartir et puis on a commencé à voir en bordure des nappes chaudes des choses qui flottaient. Donc on a commencé à s'approcher, on a récupéré ces petites choses qui flottaient et en fait, c'était des poissons dont certains frétillaient encore, ils étaient encore vivants. Et rapidement, ces poissons, quand on les a remontés sur le bateau, on s'est aperçu qu'ils étaient très particuliers. Des gros yeux, une grande bouche, des formes allongées, des pattes, des espèces de pattes, des choses comme ça. Donc c'était des poissons des profondeurs. C'est-à-dire que cette éruption complètement démentielle, elle était en train de remonter des poissons des grandes profondeurs. Et là, il y avait à la fois l'angoisse par rapport à cette éruption très violente, très agressive, et en même temps la joie de trouver des choses complètement nouvelles, complètement folles. En quelques jours, les médias s'emparent de cette incroyable histoire de poissons inconnus. Et la nouvelle va faire le tour du monde. Le soir, après avoir collecté les poissons en mer, on revenait au labo et avec Jean-Pascal Code, on prenait des mesures, on les conditionnait et pour pouvoir les envoyer après en métropole auprès des 2 spécialistes qui travaillent dessus pour déterminer si ce sont de nouvelles espèces. Allez, tu mesures et j'y vais, vas-y. Taille totale 19,5 cm, ça fait 195 mm. Ok. Et la taille de la bouche, ça fait 13 mm toujours. Ok. Tiens, regarde Alain, dis donc il a le bic qui a l'air assez dur, donc ce qu'on peut faire, c'est regarder éventuellement s'il n'a pas à l'intérieur. Avec un peu de chance, on va trouver effectivement, s'il mange des poissons, on va trouver dedans autre chose.
Ah, des crevettes. Il mange des crevettes. Regarde, Voilà, c'est des crevettes. C'est un mangeur de crevettes. Voilà, Regarde ça. On prenait aussi des photos de ces poissons parce qu'ils avaient des couleurs vraiment très naturelles, chose très rare puisque d'habitude ces poissons profonds, ils sont trouvés qu'indirectement, dans des estomacs par exemple de prédateurs ou dans des collections de muséums, dans l'alcool. Là on avait les couleurs frais des poissons et on a des photos prises quelques heures ou même sur le bateau dès qu'on les avait prélevés et on a des couleurs fantastiques de certains poissons qui étaient très peu connus avant. Au total, plus de 400 poissons sont collectés. Les analyses confirment les premières observations. Plus de la moitié des 81 espèces identifiées n'avaient jamais été pêchées à La Réunion. Parmi elles, une quinzaine étaient totalement inconnues de la communauté scientifique mondiale. Jean-Pascal Code a imaginé le scénario probable qui a précédé cette pêche miraculeuse. Sur la mortalité des poissons, on a l'hypothèse numéro 1, c'est qu'il y a eu effectivement une coulée de lave sous-marine qui soit sortie à plusieurs centaines de mètres. Mais moi, mon hypothèse à moi, elle est un peu plus basée sur le vécu qu'on a eu en 2004 et en 2007. C'est-à-dire que la lave, au fur et à mesure qu'elle a progressé dans la mer, elle s'est retrouvée en fait dans des pentes très pentues. Et moi, je compare ça un peu à ce qui se passe dans des couloirs d'avalanche qu'on peut voir en métropole. C'est-à-dire qu'à un moment, avec la sismicité, le volcan était très très actif. Ça pétait dans tous les sens, ça bougeait en haut. À un moment, il y a eu une rupture de pente massive de la coulée de lave et il y a eu un immense panache de lave qui s'est descendu en fait de cendres volcaniques qui étaient chaudes, qui étaient remplies de soufre, qui étaient acides. Il faut savoir que même nous, on ne tenait pas avec les vapeurs, on mettait des masques, on pleurait tellement les vapeurs étaient acides. Donc on peut penser que ça, arrivé à 700-800 mètres de fond, ça a empoisonné les poissons qui sont morts effectivement d'une intoxication par ces phénomènes-là. Et donc ils sont remontés vers la surface avec les bouffées de lave chaude qui remontaient. Depuis son apparition, l'île volcan de La Réunion est un monde unique, un condensé de l'évolution qu'aurait aimé Charles Darwin. Mais cette évolution, si porteuse pour la communauté scientifique, porte en elle le début de son déclin. Comme les volcans de l'île Maurice et de Rodrigue, aujourd'hui en train de disparaître, le volcan de La Réunion va bientôt s'éteindre à son tour. Et dans quelques millions d'années, cette île jaillie de l'océan ne sera plus qu'un lointain souvenir. Alors cette plateforme de lave, elle faisait plus de 10 fois cette largeur. En fait, elle a été grignotée par l'océan en permanence. Alors c'est pas trop grave parce que le volcan étant actif, ça se reconstruit. Mais bientôt, cette activité volcanique, elle va s'arrêter. Parce que le point chaud étant fixe, la plaque est en train de passer et ce panache qui alimentait le volcan, le piton de la Fournaise, va se redresser. Et donc ça va s'arrêter. Mais une nouvelle île va apparaître, à peu près 300 km au sud-ouest de La Réunion. On le sait par certains signaux, mais c'est difficile à vérifier parce que c'est à 4000 mètres de fond. En fait, l'histoire continue et il y aura une nouvelle montagne dans la mer.